Je vais peut-être, juste avant de laisser Dominique et les invités évoquer ce livre, et Philippe, dire ce que cette lecture m'a rappelé. Alors bon, certains diront que c'est probablement une obsession de jeunesse, mais elle m'a reconduit, ce à quoi la légèreté, la gravité de Sœur m'a reconduit, la simplicité de sa composition, mais la complexité de ses objets, ça m'a ramené curieusement, et presque immédiatement à Jacques Rivette. Il y a chez l'un et l'autre des personnages incertains, il y a de la fantaisie, il y a trop de réalité, comme dirait Annie Lebrun, il y a de la paranoïa et de la liberté, il y a de l'amour aussi évidemment, il y a de la communauté et aussi de la solitude, il y a peut-être essentiellement des personnages, elle, lui et quelques autres en possession d'eux-mêmes, si possible libres, en tout cas autant que possible. Voilà cette comparaison plutôt. Cette association d'un artiste qui a beaucoup compté pour moi vaut ce qu'elle vaut. Elle veut juste témoigner de ce que j'ai ressenti, d'une obsession encore vivante chez Philippe. Voilà, 50 ans après que Rivette ait réalisé, 50 ans précisément même, Paris nous appartient, qu'il a réalisé et produit difficilement en pleine guerre d'Algérie, Sœur pourrait être d'une certaine façon une manière de dire ou de redire encore le monde nous appartient. Là, j'espère que, en tout cas, la matinée va appartenir à tout le monde de façon apaisée, amicale et heureuse. Merci Dominique pour toute votre aide. Merci. Bonjour, donc moi je suis Youd de l'association des Amis d'Averroès et je suis aussi un ami de Philippe. Je vais essayer de reprendre deux exemples un peu. Il y a un article de Libération qui a été écrit après son décès par Amael Guiton le 12 juillet 2021, je vais vous le lire. Et puis il y a un texte plus court de Marie Cosselet qui est une amie, qui est écrivain et qui est une amie de Philippe aussi. Donc je vais commencer par parler un peu, par vous lire tout simplement l'article de Libé. Il y a eu d'autres articles dans d'autres médias, mais donc disons qu'on a choisi celui-là, voilà. Donc, alors Philippe Aigrin, il est paru le 12 juillet 2021, et l'auteur, le journaliste, c'est Amael Guiton. Philippe Aigrin, le sens du commun, le cofondateur de l'association La Quadrature du Net, infatigable promoteur du partage culturel et des biens communs numériques, est décédé dimanche à l'âge de 71 ans. Pour celles et ceux qui l'ont croisé ou côtoyé, il fut un regard pétillant, une générosité palpable, une curiosité jamais démentie. Pour celles et ceux qui se sont plongés ces 15 ou 20 dernières années dans l'analyse des mutations sociales et culturelles provoquées par l'avènement d'Internet, et c'était une bonne partie des mêmes, il incarnait une réflexion profonde que pourraient résumer les titres de ces deux de ces ouvrages, Cause commune et Partage, sharing. Infatigable militant du partage de la culture, penseur des biens communs numériques, cofondateur de l'association de défense des libertés, La Quadrature du Net, Philippe Aigrin est décédé dimanche. C'est la maison d'édition Public.net dont il préside la société éditrice qui l'a annoncé ce lundi sur Twitter. C'est lui qui a importé en France la pensée des communs, ces ressources qui ne relèvent ni de l'État ni de la propriété individuelle exclusive, souligne la chercheuse Valérie Peugeot, qui a rencontré Philippe Aigrin pour la première fois en 2003 à l'occasion d'une journée de débat organisée par le réseau associatif I3C, Internet créatif, coopératif et citoyen. Ce docteur en informatique, passé par l'université de Berkeley en Californie et par l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, vient alors de quitter le programme de recherche de la Commission européenne dédié aux technologies de l'information où il a travaillé 7 ans.
et s'apprête à créer sa propre entreprise de développement de logiciels libres. Il va devenir au cours des années suivantes l'un des principaux acteurs des débats ô combien vifs sur la propriété intellectuelle à l'ère numérique, alors que les industries culturelles et les sociétés de gestion des droits d'auteur sont vent debout à l'époque contre la massification de la circulation des fichiers musicaux MP3. C'est Philippe Aigrin qui, en 2008, développe l'idée d'une contribution créative, soit un financement mutualisé par les internautes de la création culturelle qui permettrait de légaliser le partage d'œuvres en ligne. Un vrai système de redistribution permettant de sortir de l'alternative entre le piratage et le renforcement systématique de la propriété intellectuelle, résume Valérie Peugeot. La contribution créative ne verra pas le jour, mais cette réflexion marquera durablement une génération de militants des libertés sur Internet, lesquels ont été aussi nourris de ses analyses et de ses travaux sur les biens communs numériques. Des logiciels libres à l'encyclopédie en ligne Wikipédia, en passant par les licences Creative Commons et l'accès ouvert aux travaux de la recherche publique. L'homme était aussi poète, éditeur depuis 2016. Il dirigeait les éditions Publinet, créées 8 ans plus tôt par l'écrivain François Bon et militant. Il avait fait railler en 2006 contre la loi DADVSI, voilà, dans le droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information. 3 ans plus tard, contre la loi Adopi. Plus récemment, contre la loi renseignement de 2015, la création l'année suivante du mégafichier TES, titre électronique sécurisé. J'admirais sa faculté d'indignation inébranlable face au désordre du monde et en même temps la rigueur de ses analyses, la manière dont il savait mettre à distance certains réflexes militants pour appréhender une situation dans toute sa complexité, écrit à Libé Félix Tréguer, chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS, qui a rejoint la Quadrature du Net en 2009, peu de temps avant que l'association sabre le champagne, après la censure d'une bonne partie de la loi Adopi par le Conseil constitutionnel. Sa curiosité, sa capacité à conjuguer les savoirs, lui permettait de naviguer entre les communautés militantes, intellectuelles, artistiques et entre les pays. Poursuit Philippe Tréguer, qui lui aussi la capacité de se père de 2 filles et 4 fois grand-père, à ne jamais se départir du soin de soi et des autres. Sur Twitter, Jérémy Zimmerman, cofondateur et porte-parole de l'association, salue un éternel émerveillé, un amoureux de tout, à la passion contagieuse, qui aura eu le mérite en permanence d'incarner ses idées, souligne Valérie Peugeot, et qui a nourri les réflexions et les pratiques des amoureux d'un Internet libre et coopératif, dessinant malgré les désillusions d'autres possibles. Cause commune. L'information entre biens communs et propriété est parue chez Fayard en 2007. Et Sharing est paru à Amsterdam University Press en 2012. Voilà le premier texte, c'est un article donc de Libé. Donc comme je disais, Philippe avait beaucoup d'implications et de multiples facettes. Et moi je l'ai connu dans un autre cadre avec Mireille, c'était le soutien aux migrants et aux réfugiés politiques. Mireille et Philippe étaient membres ou adhérents d'Aïda Toulouse, qui a été fondée en 1993, donc c'est un engagement très ancien, à Toulouse pour accueillir les démocrates algériens fuyant les islamistes en Algérie. Et très récemment, en 2018, il s'est lancé dans un autre combat pour la défense et le soutien aux migrants et aux réfugiés. Et sur ce sujet, sur cette facette, Larry Kossenet nous a confié un texte que je vais vous lire, qui est plus court. 2017 à l'hiver. Nous rencontrions Sarr Koundono à Bayonne. Il venait de Guinée. 2 ans qu'il était sur les routes. Paris était son objectif. Bientôt il nous appelait. 3 jours et 3 nuits qu'il tournait autour de la gare d'Austerlitz sans dormir. Philippe partait le chercher, téléphone à l'oreille.
C'était nos débuts, à nous tous. Lui, Mireille, Jeanne, Michel, Pablo, Vincent et moi. Entre guillemets, en mineurs isolés étrangers. Bientôt, Philippe lirait le code civil guinéen pour donner des arguments aux avocats et mettre en échec les départements, jugeant que les extraits d'actes de naissance des jeunes n'étaient pas conformes. Ce n'est pas pour rien que Philippe est venu me chercher à la gare Austerlitz, a dit ça au mois de juillet, le jour où à Angeles on essayait de lui dire au revoir. Pas pour rien. Ça, Nouveau, Baba, la liste est longue des jeunes gens dont Philippe a soutenu le parcours. Le dernier message que j'ai reçu de Philippe par signal, c'est la photo du mariage de Trésor Bomanga qu'il continue à aider depuis qu'en 2004, celui-ci avait réussi à échapper à la rétention administrative prolongée qui, avant Tsipras, sévissait dans les centres grecs. J'avais rencontré Trésor en 2014 à Corinthe, Philippe à peine un peu plus tard à Paris. En 2018, nous avons avec Mireille Gruber, Jeanne Sautière, d'autres, créé le groupe J'accueille l'étranger. Il s'agissait de rendre visible le peuple de l'accueil. Voici ce qu'écrivait Philippe. Depuis 1 an et demi, un collectif informel à géométrie variable, dont certains membres étaient depuis longtemps investis dans des actions de solidarité avec les migrants et réfugiés et d'autres nouvellement impliqués, a choisi le mode d'action particulier, accueillir et aider un petit nombre de mineurs non accompagnés et jeunes majeurs sur tous les plans, juridique, éducatif, social, médical, psychologique, dans la mesure de nos moyens, et développer un socle d'analyse et de propositions politiques utiles pour les nombreux collectifs souvent informels. À un moment est venu le sentiment d'une nécessité immédiate, détérioration sans cesse accentuée du respect des droits fondamentaux, piétinement brutal des rares droits que la construction européenne ait installés, découragement de groupes qui se battent vaillamment depuis parfois 15 ans pour les droits des migrants, épuisement des membres de collectifs d'aide malgré le bonheur des rencontres, sentiment d'une catastrophe en cours à l'échelle internationale, avec l'empêchement des opérations de secours et les fermetures des ports, accords infâmes avec les pays de rétention extérieure. Tout cela avec l'invocation d'une opinion publique qui demanderait encore plus de brutalité, avec les mensonges et la perversion du vocabulaire de pouvoir cynique qui n'aura à offrir que la mise en scène des peurs. Il nous est apparu, comme à d'autres, qu'il fallait que l'aide et l'accueil deviennent visibles, que tous ceux qui les pratiquent, mais aussi ceux qui en soutiennent la possibilité, deviennent visibles. La question de la brutalité, de la catastrophe en cours à l'échelle internationale, se pose aujourd'hui, en octobre 2021, avec plus de force encore. Philippe nous manque atrocement, qui nous a inventé des luttes et des fuites. Nous lui promettons de poursuivre ce qu'il nous a donné, l'enthousiasme de commencer. Marie Cosny, juste un mot pour laisser la place aux autres. Alors, J'accueille l'étranger, qui a été fondé par Philippe et d'autres personnes à Paris, a été soutenu par notre association à Toulouse. On avait notamment diffusé les petits pins de J'accueille l'étranger, avait organisé une soirée de débat autour de cette thématique. Et donc c'est cette facette aussi des Philippe qui restera chez les militants, défenseurs des migrants et des réfugiés, marquante pour très longtemps. Je vous remercie et je redonne le micro à Dominique. C'est nous qui te remercions d'avoir retracé très complètement, enfin, une grande partie de ce qui a pu être l'activité de Philippe, et de finir sur cette association. C'est important, elle existe encore, et on peut aussi en reparler. Je vais passer la parole à Roxane, qui va se présenter et nous dire son point de vue, la naissance du roman et le travail avec Philippe. Bonjour, merci d'être venu. Tout d'abord, je tiens à m'excuser car j'ai pas du tout l'habitude de m'exprimer en public. D'habitude, c'est Guillaume, l'éditeur de Publinet, qui s'en charge. Et moi, je ne suis que la graphiste, donc j'ai plus l'habitude de manier les images que les mots. Mais je voulais quand même dire quelques mots à propos de Philippe, car il a été très important dans l'existence de la maison d'édition, et du coup dans la mienne, puisque ça fait 10 ans que j'y travaille. Publinet a été créé en 2008 par François Bon, et à la base c'était une maison d'édition qui était complètement numérique, et puis petit à petit on s'est tourné vers le papier, un peu à l'inverse des schémas traditionnels des maisons d'édition,
Et aujourd'hui, on a un catalogue de 220 titres en papier sur un total de 700 titres. Bon, c'est juste pour vous situer qui on est. Je vous épargne les moultes remous qui ont agité l'essor de la maison d'édition. Mais simplement vous dire que Philippe a repris les rênes de la maison d'édition en 2016 et l'a littéralement sauvé et porté jusqu'au bout. Il s'est investi avec acharnement et dévotion dans les tâches, parfois même les tâches les plus ingrates, administratives, déclaration des droits d'auteur et l'on passe, mais il prenait toujours ça avec beaucoup de philosophie et d'humour. Il nous a laissé une totale carte blanche à Guillaume et moi, tant sur nos choix éditoriaux que graphiques. Il nous a fait totalement confiance. Alors évidemment, il nous donnait son avis, mais il ne nous l'imposait jamais. Et de toute façon, c'était quand même toujours très pertinent. Philippe, il se concentrait plutôt sur on va dire, les grandes lignes de la gestion de la maison d'édition, le côté plus commercial. Bon, en gros, il essayait de donner une petite place à la maison d'édition dans un marché de l'édition qui ne laissait pas, selon lui, ou plus assez de place à la littérature. Et d'ailleurs, de littérature, bon, on va en parler, je pense, beaucoup aujourd'hui. Je vais juste me concentrer un petit peu, et c'est un peu plus personnel, sur la facette littéraire de Philippe, qui, je pense, on va le voir, est un véritable kaléidoscope. Il a plein de facettes, donc, et plein de facettes aussi littéraires. Il n'écrivait pas que des essais, mais aussi était poète. Et il avait écrit ce premier roman. On dit toujours que c'est un premier roman parce qu'on pensait que beaucoup d'autres suivraient. On en était persuadés même. Donc il a écrit ce premier roman qui s'appelle Sœur. Alors, à la base, Sœur avec parenthèse, il n'y avait pas de parenthèse à la base sur ce titre. Mais Philippe un jour a vu le livre de Bernard Minier qui s'appelle Sœur, et avec Guillaume ils sont partis sur cette histoire de parenthèse pour essayer de garder quand même la brièveté du titre et son efficacité, tout en incluant quand même le côté un peu collectif. Donc au final, on s'est rendu compte que ça collait parfaitement au livre, parce qu'on verra plus tard, et je pense que la plupart d'entre vous l'ont lu, mais il y a un éclatement narratif dans le livre, il y a beaucoup de voix qui se croisent. Donc au final, ce titre avec ses parenthèses, même si c'est pas forcément simple à référencer parfois, fonctionne parfaitement. Ah oui, et il avait dit aussi à Guillaume l'an dernier, après le prix Goncourt, que le livre aurait pu s'appeler L'Anomalie. Alors, à ma première lecture de Sœur, moi, ce qui m'a marqué, c'était pas du tout le côté, enfin bien sûr évidemment, mais c'est pas forcément le côté critique de la société de surveillance, qui, quand on connaît Philippe, coule de source, mais c'était plutôt tout le côté éco-personnel que ça faisait résonner, parce que c'est d'abord un texte qui parle d'êtres humains, et Philippe était très attaché aux êtres humains, à sa famille. Il n'y a qu'à compter le nombre de mails où il nous a parlé de Mireille, de ses filles, de ses petits-enfants, un nombre incalculable. Ça parle aussi d'identité, et comme il nous l'a dit, vraiment c'est un combat qu'il menait à chaque instant, tant sur le plan philosophique que même technologique. Donc c'est vraiment des thématiques qui font le terreau même de ce texte. Et pour moi, Sœur, c'est un peu l'aboutissement littéraire et en prose, on va dire, mais qui garde quand même tout un aspect poétique qui était cher, de toute sa réflexion plus globale sur la société de surveillance, sur la répression des violences policières. Et ça met aussi, surtout, je trouve, en avant le côté on continue le combat, on s'associe dans le collectif et on baisse pas les bras. Et ça, je pense que Sœur, ça illustre parfaitement ce côté-là. On en a parlé, la quadrature du net qui protège nos libertés numériques de chaque citoyen. J'accueille l'étranger plus récemment. Et d'ailleurs, à ce propos-là, dans Sœur, il y a toute une partie du roman qui a disparu, qui concerne le personnage des chapitres Lui. Et en fait, ce personnage-là, à la base, il était bénévole. Il aidait les mineurs isolés migrants, donc c'est totalement autobiographique. C'était vraiment, on pense avec Guillaume, que c'était une volonté de Philippe de mêler le réel à la fiction, de brouiller les pistes. Mais en fait, ce pan-là du roman a disparu parce que Guillaume, en faisant le travail éditorial avec Philippe, s'est rendu compte que ça décentrait complètement le sujet du livre. Enfin, en tout cas, ça éloignait le propos de l'intrigue principale.
Donc il avait dit à Philippe, retravaille le texte, essaye de les intriquer un peu mieux dans le fil narratif. Et Philippe lui a dit, non, on enlève ça, je garde tout ça pour un prochain roman, ça fera du bon matériau pour un prochain roman, j'en parlerai plus en détail après. Donc voilà, donc ce pan-là a disparu, mais peut-être qu'on lui redonnera une autre visibilité, sous une autre forme, peut-être le publier, on verra ça avec toi Mireille aussi peut-être. À propos d'autres romans, Philippe disait souvent qu'à son sens, ce n'était plus cohérent d'écrire des dystopies, parce que le degré dystopique du réel à notre époque était de fait imbattable. Et en fait, c'est le cas pour Sœurs qui a été écrit avant la crise des Gilets jaunes, avant la mise en avant médiatique de la répression policière, avant, on va dire, le fantasme, avant la mise en avant du fantasme des villes surveillées par des machines, etc. Enfin voilà, ça a été écrit bien avant ça, et pourtant, c'est tout à fait d'actualité. Il a écrit aussi un autre texte qu'il nous a confié avant de disparaître, et qui s'appelle Jachère, qui est un titre, je trouve, comme un prélude à tout ce qui aurait pu suivre. Et dans ce texte-là, ça met en fait... il imagine un monde... je reprends. Il imagine un monde qui existe après la pandémie. Alors, pas cette pandémie-là, mais la prochaine, car il était très optimiste, apparemment. Et du coup, ça met en scène des petites communautés de gens de 10-15 personnes qui vivent en totale osmose avec leur environnement. Philippe il parle de culture des plantes, de cueillette, de cuisine. Et bon, quand on connaît Philippe, on sait que c'était des activités qui étaient très, très chères à son cœur. Il faut voir son petit jardin au pied des montagnes, qui illustre parfaitement. Dans ce texte-là, il y a aussi des robots tueurs qui sont fatigués de tuer. Voilà. Donc c'est encore un texte qui, comme Sœurs, un peu plus apaisant, un peu plus doux que Sœurs, mais qui met en avant le côté combat collectif, toujours, la foi un peu en la nature humaine, de jamais baisser les bras, et je pense que ça c'était vraiment une facette hyper présente de Philippe et qui transparaît dans tous ses textes. À titre personnel, je voudrais juste mentionner un petit passage qui m'est cher et qui m'a marqué le plus. Alors c'est sans doute un détail dans tout le livre, mais moi c'est vraiment le passage dans lequel j'ai entendu vraiment la voix de Philippe à travers celle de son personnage. C'est au moment de la présentation du lieutenant de gendarmerie Gourcel. Donc je vous cite juste le passage. « Je m'inquiète de tout, abandon des études et rébellion, mais pas sans un petit sentiment de fierté qu'elle ait choisi un garçon de la vallée où je l'ai emmené fêter ses 16 ans, en faisant la traversée du Pelvoux, longue montée silencieuse à la frontale, puis, dans le jour naissant, les 300 mètres les plus raides du couloir Coolidge, débouché éclatant de soleil sur le glacier du Pelvoux, traversé comme si l'on était suspendu dans le ciel, et l'interminable descente du glacier des Violettes, où, malgré la fatigue, il faut prendre garde sans cesse, les pentes qui le suivent, l'arrivée fourbue à la route. Et bon, on connaît tous la passion de Philippe pour la montagne, et c'est une passion que je partage, et ça m'a vraiment tout de suite plu dans ce texte-là. Et pour finir, j'ai aussi retrouvé un petit mail que j'avais écrit à Philippe quand je faisais la mise en page du livre, où je disais que j'adorais vraiment les passages avec les dialogues, et ce pauvre Roger qui s'en prend plein la face par son chef. Et je trouve que ces dialogues-là illustrent parfaitement un côté de Philippe que j'aimais beaucoup et qui était son humour. Il n'avait pas besoin de beaucoup de mots pour le prouver, et je trouve que ces dialogues-là sont vraiment une petite bouffée d'air frais dans le côté un peu plus sombre parfois du livre. Bref, tout ça pour dire, il a réussi à faire croiser dans le grand monde de Sœurs, plein de petits mondes qui lui sont propres. Et de notre côté, à Publinet, il a été vraiment essentiel. D'ailleurs, sans lui, Publinet, n'a plus vraiment de raison d'être. Et il nous a redonné l'élan, il nous a redonné la confiance, il nous a redonné la passion, il nous a organisé, il nous a structuré, il nous a fait confiance. Il n'était jamais avare de compliments et de soutien. Il montrait jamais qu'il était abattu par des mauvaises nouvelles. Il était toujours optimiste, beaucoup plus que nous avec Guillaume. Et c'était un plaisir quotidien de travailler avec lui. Il était devenu notre ami et notre mentor. Et on fait trôner Guillaume et moi-même les mots que Philippe aimait à répéter. On les a écrits sur notre mur face à nous lorsqu'on travaille. Pas de panique.
Donc je m'arrête là, car entre 1000 testaments littéraires qu'il nous a laissés, Sœur existe et parle pour lui, et je pense qu'on va en parler plus en avant. Ensuite, voilà, merci. Bon, merci, ça va être difficile de faire plus enthousiaste et plus convaincant. Mais on va rentrer dans le livre, peut-être que je ne vais pas toute seule là. Ah, mais pardon, mais. Non, mais peut-être que les personnes qui vont lire quelques passages, donc Françoise Blanc, peut-être Mireille, voilà, qui nous rejoignent un peu. Oui, bien. Alors. C'est ça. Donc, je passe sur les précautions oratoires. Comment faire? Philippe m'avait demandé d'être à cette place pour qu'il présente son livre et qu'on lui pose des questions et qu'on partage notre lecture avec lui. Bon, il n'est pas là. Nous sommes devant ce roman, Sœur, un roman. Ce n'est pas un roman balzacien. Philippe dit qu'il a choisi un dispositif narratif où il n'y a pas au départ de personnages pris dans une intrigue, mais dans un univers construit et dont on voit les causalités, etc. Il disait qu'il restait à l'écoute de chacun de ces personnages comme à l'écoute d'une voix intérieure et qu'il suivait cette voix. Donc le tissu du roman se construit à partir d'un imprévisible. Son roman n'est pas une autobiographie, bien qu'on trouve beaucoup d'éléments qui appartiennent à son auteur. Ce n'est pas un récit de science-fiction, encore qu'il y a aussi pas mal d'étrangetés, et encore qu'il ait été écrit, je le précise, bien avant l'anomalie de Letellier. Ce n'est non plus un texte érotique. Par contre, il a quelques séquences bien senties. Voilà. C'est tout cela à la fois, mais c'est surtout un livre ancré dans notre temps, et je dirais dans le désarroi subjectif, politique, social de notre temps. Désarroi au pluriel auquel Philippe a toujours opposé des actes combatifs et optimistes, comme ça vient d'être dit. Ne vous y trompez pas, ce roman n'est pas un manifeste. C'est une fiction, et c'est en tout cas un nouvel espace de cette pulsion de vie qui animait notre ami. Il a une écriture originale, soignée, prospective. Vous aimerez son humour, ça a été dit, sa vivacité, sa subtilité. Effectivement, il avait une question, on en avait parlé sur les dialogues. Comment faire un dialogue qui ne ressemble pas à ces dialogues qu'on voit partout, etc. Donc il a cherché, et il a trouvé des passages magnifiques. Vous lirez page 141, il y a une magnifique scène de ménage, si on peut appeler ça comme ça, qui est tout à fait intéressante pour la technique du dialogue. Bon, ce roman demande une lecture originale. Vous pouvez choisir un seul personnage et traverser le livre avec lui. Vous pouvez faire des allers-retours dans la chronologie. Vous pouvez lire en suivant la construction qui donc vous garde en alerte 84 chapitres sur 240 pages. Faites le calcul. Et qui vous plonge dans un monde complexe, puisqu'une des caractéristiques de ce livre est effectivement de faire juxtaposer, de faire traverser des mondes qui sont précis et contrastés et qui peu à peu interagissent. Ils sont précis, contrastés, tous documentés et actuels. Celui du courtier en prêt immobilier, celui du hacker, celui des gens de la grande surveillance ou de la petite, celui du vide archiviste de l'état civil ou du jeune zadiste, mais aussi le monde de la vieille dame retraitée, néanmoins militante, ou de la jeune femme un peu perdue, ou de la jeune femme combattante. Précisons, il s'agit de monde technique, de monde culturel, de monde professionnel, mais aussi de monde intime et subjectif. Donc, chaque personnage est son propre narrateur. Il dit « je ». Dans la première partie, c'est une succession de séquences très courtes. Dans la deuxième partie, il va y avoir un ensemble de contacts, de heures, de projets, avec l'apparition de personnages nombreux, alors que dans la première partie, il y a 3 personnages dont je parlerai. Et enfin, vous arriverez à la troisième partie où vous aurez peut-être quelques réponses aux inquiétudes et aux enquêtes qui se mènent. Voilà. Car ce roman se présente comme une enquête, ou plus exactement comme des enquêtes que vont mener les différents personnages. Je commencerai par le premier personnage, lui. Il est déstabilisé dès les premières lignes du livre, par une aventure dans laquelle il accepte d'être embarqué, puisqu'il reçoit un mail étrange qu'il pourrait supprimer ou oublier, mais qu'il ouvre. Et le mail lui dit « Je suis ta sœur et j'ai besoin de toi.
N'essaye pas de me répondre. Laisse-moi te contacter. Signé Agathe Lambert. Alors il va y avoir une première enquête pour retrouver cette mystérieuse sœur, mais aussi des enquêtes pour mener à jour des souvenirs et des questions qui ne s'étaient jamais posées. Il n'a pas de sœur, et justement, il avait toujours rêvé d'en avoir une. Alors c'est le chapitre 4, Elle. Je ne sais pas d'où je viens, qui m'a fabriquée. Je suis faite de chair et d'os. On m'a dit qu'en fait, c'est 90% d'eau. Non. Mais je ne le sens pas. Ça, c'est elle qui parle. Alors là, on vient de se faire un coin. Oui. Voilà. Tu attends un peu, parce que là, c'est d'abord lui qui parle. Je reprends. Bon, il n'a pas de sœur, mais justement, il arrivait d'en avoir une. Je ne sais pas combien de fois j'ai rencontré l'absence de ma sœur, dit-il. Ce qui ouvre donc des pages de mémoire sur une enfance difficile, une adolescence solitaire, un chemin vers la sexualité et le désir, avec des passages savoureux que je vous recommande. N'essaye pas de me répondre. Deuxième partie du mail. L'interdit suscite immédiatement la curiosité. Il reçoit ensuite une photo, ce qui renforce complètement sa détermination à rechercher cette supposée sœur. Et cette enquête va le rendre à lui-même dans une succession d'états instables et quelquefois inconfortables. La perplexité, par exemple. Il dit déambulation, flânerie, errance. Page 53, il dit « Laisse-moi te contacter. Et comment faire pour laisser quelqu'un vous contacter, à part en ne faisant rien, ce dont je suis incapable? Comment augmente-t-on sa contactologie? Gère, en peine et observe. » Il a aussi le mélange de l'inquiétude et de la douceur. Page 103, « Maintenant que je sais où la trouver, je fais durer l'attente, ce temps qui est le plus doux et le plus inquiet à la fois. » Il mélange aussi douleur et plaisir, ce qui est inconfortable. Je suis allongée sur le matelas posé par terre dans sa chambre, situation que j'ai déjà imaginée, mais en m'y projetant dans un état différent. J'ai mal partout, très mal, surtout la tête. Le flic m'a frappé de derrière par le côté avec une matraque flexible qui m'a explosé l'arcade sourcilière. Quand j'émerge, elle se lève, s'éloigne, j'entends le bruit des vêtements qu'elle enlève, tente d'imaginer lesquels, soulève la tête, couteau de douleur. Elle est nue. L'incertitude, pour finir. Envisageant de parler à sa femme, il dit « La crainte me prend que l'absurdité de la situation actuelle, le caractère si ténu des déclics qui m'ont lancé dans cette quête d'une sœur inexistante lui fasse douter de ma santé mentale. » Enfin, c'est un personnage très attachant, sensible, jamais résigné, courageux et prospectif. C'est pas Philippe, mais enfin quand même, il lui emprunte quelques éléments de caractère. Je vous laisse découvrir les péripéties de son enquête. Le deuxième personnage, c'est elle, puisque donc ils sont désignés ainsi, lui, elle. Elle est très mystérieuse au fil de l'histoire, mystérieuse pour nous, mais surtout pour elle-même. Philippe nous donne à voir dans sa construction de ce personnage un processus de subjectivation de l'être humain. Comment on vient au monde, comment on devient quelqu'un. Et cette construction est parfois douloureuse et angoissante. Alors là, est-ce que je reprends depuis le début? Donc, chapitre 4. Je ne sais pas d'où je viens, qui m'a fabriquée. Je suis faite de chair et d'os. On m'a dit qu'en fait, c'est 90% d'eau, mais je ne le sens pas. Je sens ma chair, ce qui la remue et parfois la déchire. La dureté des os qui pourtant se déforment. Les matières qui passent à travers moi. J'éprouve ma force. Je sens la douceur de ma peau quand mes doigts la parcourent. Je suis un être doué de conscience, pourrait-on dire de moi, comme je l'ai entendu dire d'un animal. Je continue. Pourtant, je parle une langue. Je connais beaucoup de mots, mais je ne sais pas toujours quand il faut les employer. Je reconnais ce qui m'entoure. Je sais comment s'appellent les objets. Quelque chose en moi ressent. Que le bruit de la ville me broie. Que le vent me frôle. Quelque chose en moi pense. Elle résume ça en disant « Je suis en moi comme dans un pays étranger ». Essayant de comprendre ce qui lui arrive, comme le ferait un nouveau-né ou un primo-arrivant.
Elle se met à écouter ou à imaginer l'effet qu'elle produit sur les autres. Elle observe ce qu'un mot, un regard, une rencontre fait naître en elle. Mais son moi n'est pas seulement intérieur. Il est fait de son rapport au monde. Oui. Donc, il continue. J'ai un corps féminin. Mon esprit y habite. Et réciproquement. Il devrait donc être plus aisé pour moi d'entrer en relation avec d'autres femmes, mes sœurs, selon ce que j'ai lu dans des textes qu'on dit féministes. Mais les autres femmes ont toute leur vie passée. Elles ont des mémoires. Elles ne sont pas nées d'hier comme il me semble l'être, devenues à moi à 38 ans ou un peu moins, avec des savoirs dont je ne sais d'où ils viennent et des émotions que je ne peux rattacher aux événements qui les ont provoqués. Dans la seconde partie du livre, les personnages se multiplient et elle se prête à des rencontres progressivement plus engageantes. Des hommes qu'elle approchera avec cette façon bien à elle de décoder l'autre, d'observer ce qu'elle ressent et de se laisser attirer à la fois intriguée et active. Des femmes, sororité avec Ambre, appui maternant avec Thérèse, constitution d'un mouvement solidaire avec les ébahis. On sent qu'il y a un espoir du côté des femmes. Philippe les fait exister, chacune dans son histoire et ses contradictions, et ensemble, dans leurs rencontres qui font société. Une société résistante et solidaire, dont Mireille va nous donner un écho. C'est la mère d'une des ébahis qui nous rapporte les paroles de sa fille Amélie. On n'a pas encore parlé des ébahis en détail, mais vous allez les voir arriver. La mère d'Amélie parle de sa fille. Et sa fille dit « Vous vous êtes mitridatisé avec le poison des mots privés de leur sens, et maintenant, même quand vous vous révoltez, ce que vous formulez contient déjà sa propre défaite. » Elle dit qu'il faut dire le désirable par des mots inouïs, n'avoir peur ni du silence, ni des cris, revenir à tous les fondamentaux, dire qu'il n'y a pas d'étrangers sur Terre, et en même temps que chaque personne et chaque culture nous sont précieuses précisément parce qu'étrangères, que nous sommes étrangers à nous-mêmes, qu'il nous faut être inconstants et fidèles, rigoureux et contradictoires, parce qu'on ne peut pas décider de tout à l'avance, et que de garder ouverte une question nous rend capables de survivre aux échecs et de ne pas s'endormir sur nos fragiles victoires. Qu'il faut défendre les droits de tout humain, mais savoir que les humains ne sont qu'un sous-produit du grand tout du monde, que nous devons converser avec les plantes, les galaxies, les molécules et les animaux, que la valeur des choses ne réside que dans la place qu'elles occupent dans les esprits et les gestes de ceux qui les fabriquent, les utilisent et les apprécient, que nos corps mêmes, qui sont lieux de jouissance et de souffrance, et qui confinent nos solitudes, sont aussi ceux qui parlent et touchent les autres. Bien, merci Mireille pour ce magnifique panorama. Voilà. En face de lui, de elle, il y a eux. C'est le troisième personnage de la première partie. Je le mets au singulier, bien qu'ils soient nombreux. Alors, pour eux, il y a un problème qu'ils ont du côté des femmes. Ils ont nommé les ébahis. Leur problème est celui-ci. Deux femmes ont passé la frontière en même temps vers la France, l'une de Turquie, l'autre du Royaume-Uni, même empreinte digitale, même carte d'identité. Devant ce mystère, les différents agents de la sécurité se mettent en action. Eux, contrairement aux autres personnages, ils affichent une compétence et une assurance qui leur sautent au nez régulièrement comme un pétard. Donc, les services entrent en action. Comme eux, on ne les voit pas, on va rester à l'arrière. Dans les lieux équipés, tous les passages avec cette photo déclenchent une alerte violette. Maximale mais discrète, pas d'intervention immédiate. Surveillance rapprochée. Usurpation d'identité, photosurveillance, détection automatique faciale, recherche dans les bases de la police des frontières, caméras de surveillance, algorithmes de détection, tout y passe et la paranoïa d'État se monte, créant dans le même temps
la mobilisation des soi-disant ébahis. Le chef de la sécurité intérieure au ministère a même inventé un concept pour théoriser la chose, qui est révélation de la culpabilité potentielle. À la base de eux, quand même, il y a de l'inquiétude, parce que la recherche se complexifie et elle prend une ampleur immaîtrisable. Et pour eux, ceux de la base, on sent le poids menaçant de la hiérarchie et la peur du scandale. Ça va monter en haut tout de suite. Je veux dire tout en haut. Et qui sait comment ils vont réagir. Bref, on a maintenant entre 200 et 40 000. Au fait, appelez les affineurs de Fourchette pour savoir où ils en sont. Donc 200 et 40 000 femmes surgies de nulle part, qui considéreraient tout ce qui se présenterait à elles avec un air ébahi. Oui, parce que c'est sur ce critère qu'il recherche le coupable, l'air ébahi. Alors Philippe connaît son sujet, là aussi il a une connaissance exacte de cet univers technique, la petite et la grande surveillance, il les a repérés, dénoncés, et ici il les moque avec un humour très plaisant ou grinçant lorsqu'il y a mort de femmes sous l'effet de leurs ailes. Nous abordons la dernière partie. Le roman se termine sur 3 chapitres, je reviendrai sur ça après, et je parlerai d'abord de Gabriel Durand. Il faut vous dire que c'est mon personnage préféré. Vous ne l'aviez pas vu venir. Gabriel Durand, j'aurais aimé que Philippe soit là pour me dire pourquoi Gabriel Durand, quelqu'un le sait. Bon, bref. Gabriel Durand a été mis à la retraite. Il était employé à l'état civil dans un sous-sol de préfecture de province, à classer des fiches d'identité dans les enveloppes grèges qu'il mettait dans les chariots, qu'il dirigeait vers des étagères dédiées, et ça toute sa vie, et avec scrupule et beaucoup d'intérêt. Donc quand ses collègues lui disent « Ah voilà, c'est la retraite, tu vas partir, voilà l'appareil photo, tu vas pouvoir faire des voyages, tu auras du temps », ben lui, non, ça l'intéresse absolument pas. Donc je suis Gabriel Durand. Rêvasser, bien sûr, sauf qu'il y a un tourbillon dans mes rêveries. Un tourbillon de questions sans réponse, mais qui refusent de s'en aller. Avec les codes-barres et leur suivi, les magasins robotisés, les fichiers informatiques, les nouveaux supports à lecture directe, les puces RFID, les titres sécurisés, les données biométriques de toutes sortes, le métier de magasinier et ceux du contrôle d'identité se sont beaucoup transformés en 3 décennies. Des questions se sont formées en moi progressivement. Des questions sur comment des gens qui en auraient besoin, vraiment besoin, pour survivre, feraient aujourd'hui pour avoir de faux papiers, pour ne pas exister dans les fichiers. Au moment précis où je vais quitter ma caverne, les questions tournent en boucle. Tout se tient et conjure à empêcher une réponse. Les machines à 1 million d'euros, les titres sécurisés indétachables de la personne, la possibilité de les lire ou de les contrôler à distance, les croisements de fichiers. Toutes les issues sont fermées. Il faut bricoler quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais il faut et vite. Donc c'est sur cette note tournée vers un avenir quand même éclairé, même s'il ne voit pas clair sur le détail, que le roman se termine. Il faut dire qu'il y a 3 personnages qui terminent le roman. Lui, donc, avec il faut bricoler quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais il faut et vite. Lui, qui conclut ainsi sa trajectoire par un texte aussi à la fois mobilisateur et qui dit sa déstabilisation qui court tout le livre. Je malaxe ces incertitudes jusqu'à ne plus savoir ni qui, ni où je suis. Je flotte pourtant dans cette confusion avec une légèreté, à défaut de savoir qui et où. Je sais que j'en suis aussi, et que ce qui s'ensuivra ne peut être pire que l'inaction où le cours des choses semblait nous confiner. Quant à elle, qui ferme le livre, elle reste fidèle à ce personnage dessiné entre l'intime et l'ouverture au monde. Elle est devenue cette jeune femme qui accepte une relation qui la lie à un autre, et elle termine sa trajectoire romanesque par cette citation de Merleau-Ponty. « Je me tiens là où, à chaque instant, quelque intention jaillit à nouveau de moi, ne serait-ce que vers les instants qui adviennent et repoussent au passé
ce que je viens de dire. Voilà. Donc les poèmes se présentent comme ça, avec une image, et chaque poème a un titre. Quand ne pas se demander quand il sera trop tard, quand c'est venu ou reparti, quand on a voulu le saisir, quand la main était poreuse, quand des gouttes coulaient, quand la vie était si forte, quand le temps nous a pris, quand on a pris le temps, quand. Jusque, avancer jusqu'à la colline, jusqu'aux 2 épaules, jusqu'à l'herbe jaune, jusqu'au mousseron, jusqu'à la boisée, jusqu'au méandre, jusqu'à ta main, jusqu'à y boire, jusque. Après, ce serait après l'ouragan, après les corps indistincts, après nudité, sueur, après beautés imparfaites, après regards aveugles, après l'ardente soif, après l'arrêt du temps, après, ce serait encore là après. Ou l'empreinte du regard, ou celle de la voix, ou la trace des mains, ou le sillon des mots, ou la marque de l'absence, ou le murmure, ou l'onde, ou le tremblement, ou la peau. On marchait avec le son ténu, avec nos pas rouillés, avec le joug des tendons, avec les nerfs vifs, avec nos gestes muets, avec le soir endigué, avec bruine et froid, avec la ville insistante, avec... Avant, la feuille frémit, avant de s'orager, avant refuge soudain, avant que porte grince, avant l'alcôve, avant vitre cassée, avant la soif des porcs, avant foudre venue, avant que plus rien d'autre, avant. J'ai pensé à un petit hommage dans un livre que j'avais écrit lors de, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont connu, quand j'ai appris la nouvelle du départ de notre ami Monsef Benouny. Qui nous remerciera, nous, peuple de Paria, d'avoir tué nos peines, et dans un coffre d'aéroport, plier nos langues exubérantes, l'adresse d'un cimetière pour le voyage du retour. Qui? Merci.